Bienvenue sur Swansea, le podcast qui vous fait découvrir des initiatives positives et les projets impactants de notre génération, qu'on ait 18 à 29 ans. Nous sommes partis à la rencontre de nos sources d'inspiration et des vôtres aussi pour leur faire gagner de la visibilité, relayer leurs actions et vous motiver, vous aussi, à vous lancer. Bon épisode! Bonjour Gabriel, bienvenue. Bonjour. On est super content de te recevoir au micro de Swansea pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau monde artistique, celui de la bande dessinée. Pour résumer ton parcours très inspirant, tu démarres la bande dessinée par du fanzine, des livrets papier auto-édités et auto-produits en collectif avec plusieurs autres dessinateurs. En 2016, tu décides d'auto-éditer ton premier album, Philippe la Tulipe, et ta carrière prend un tournant quand tu gagnes le premier prix de l'écriture Claude Nougaro 2016, région Occitanie. Tu développes alors ton deuxième album en 2018, Roger de la Conta, puis tu rejoins l'école de la BD et il s'ensuit plusieurs projets, Milkshake, Diox en 2021. Tu crées même ton premier jeu de société, Les Petites Plantes. En un mot, tu es multi-projet. Tu travailles à la fois comme coloriste pour des maisons d'édition, également comme dessinateur pour le compte d'entreprise et tu prends également le temps d'animer des ateliers de dessin pour enfants. Une passion dévorante. Est-ce que ça t'a pris depuis tout petit cette envie de dessiner ? Eh bien, pas forcément. C'est quelque chose qui est arrivé assez tard, plutôt au collège. Au début, enfant, je créais plutôt des choses. Je bricolais des choses avec du papier, du scotch, des feutres. Je n'étais pas forcément dans le dessin en tant que tel, mais j'étais déjà dans un truc de... j'adore créer des trucs. Je faisais des objets en volume, des trucs comme ça. Et puis non, au collège... j'ai commencé à lire, je lisais toujours de la BD avant, mais j'ai commencé à lire vraiment du manga. Et je me suis dit, ça me plaît bien, je pourrais essayer d'en faire aussi. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, où j'ai vraiment commencé à dessiner. C'était en faisant, des planches pour raconter des histoires. Tu te rappelles de ton premier objet que tu as dessiné quand tu étais tout petit, en volume ? Ouais, ce que je faisais, en fait, c'est que il devait y avoir des pubs de jouets, ou même de dessins animés. Je me souviens d'un dessin animé avec un robot qui était composé de plein de cubes. Et j'étais, ça serait trop bien de pouvoir faire pareil. Donc en fait, j'avais fabriqué plein de cubes, je les avais accrochés entre eux avec du scotch, et je me souviens, je les coloriais avec un fluo jaune, là, hyper flashy. Donc voilà, ça c'est un des premiers trucs dont vraiment je me souviens. Après, je crois que je faisais aussi des trucs avec des bouteilles que je découpais, enfin bref, je bidouillais quoi. Et après, tu les exposais chez toi. Ouais, un peu, où je devais jouer avec, ça devait pas tenir longtemps parce que c'est du papier, et puis ça devait être vraiment du papier imprimant de 80 grammes, là, tout fin. Mais ouais, non, je me souviens, je faisais ça. Ou si, j'utilisais aussi des boîtes de céréales avec le carton, du coup, c'était un peu plus rigide, ça tenait un peu plus longtemps. Mais bon. Et ensuite, tu as directement dessiné des mangas au collège. Ouais. Au collège, c'est allé assez vite. En fait, ce qui s'est passé, je pense, le premier pied que j'ai mis dans le monde de la BD, c'était un concours qu'on avait fait en 5e avec un copain de classe. C'était le principe du projet, c'était un concours lancé par le magazine BD de Chaud, lancé par Zeb, celui qui a fait Titeuf. Chaque année, en fait, il faisait un concours Chaud Leader, où c'était en gros une espèce de concours caritatif où il faisait participer des collégiens. Le but était d'écrire un scénario. Et le gagnant, en fait, voyait les 2 planches dessinées par un des auteurs du magazine et publiées dans le magazine. Et il y avait, je crois que c'était une partie des revenus du numéro qui était, du coup, pour l'association en question. Il me semble que c'était quelque chose de ce genre-là. Et donc, on a participé à ce concours-là. On a eu de la chance, on l'a gagné. Et donc, ça a été un petit peu le premier pas un petit peu dans le monde de la BD. Et après ça, j'ai commencé à en faire un peu tout seul, quoi. Est-ce que tu considères que ton talent était inné ? Non, pas du tout. Je le vois en fait parce que pendant longtemps, notamment au collège, j'étais dans des classes où il y avait des dessinateurs qui dessinent très bien. Et du coup, je me dévalorisais peut-être un petit peu là-dessus. J'aimais bien dessiner, mais j'étais clairement pas bon, quoi. C'est venu à force d'en faire. Ce qui a été assez pratique en fait dans la BD, c'est qu'on fait des planches, donc on raconte une histoire. Donc on fait pas que des personnages ou qu'un seul type de dessin, c'est obligé d'avoir... si dans ton histoire au moins il y a une voiture, faut se débrouiller pour faire une voiture. Alors au début c'est la cata, et puis au fur et à mesure, ça devient un petit peu mieux, et ça entraîne à faire plein de choses, les volumes, les expressions, enfin voilà quoi. Donc je dirais que non, c'était pas inné, c'est venu au fur et à mesure, petit à petit quoi.
Tu l'as perfectionné tout seul ou est-ce que tu prenais des cours de dessin? Non, à cette époque-là, pas vraiment de cours de dessin. Au lycée, je participais à des ateliers BD en MJC, mais ça restait quand même assez de temps en temps, quoi. C'était pas quelque chose de très régulier. Ensuite, à partir, par contre, ouais, ça a été vraiment le moment où j'ai commencé à avoir en fait des vrais cours. Là-dessus, c'était vraiment après le lycée, quand je suis arrivé du coup en école de BD à Paris. Tu as aimé l'art plastique quand on a démarré au collège? Ça dépendait. Il y avait des projets où j'aimais beaucoup. Je suis pas trop peinture, tout ce qui est acrylique, gouache. Enfin, c'est pas mon truc. J'aime bien l'aquarelle par contre. Mais du coup, j'étais pas hyper bon. Mais il y avait des choses qui me plaisaient vraiment. On a travaillé par exemple sur des projets où on dessinait des chimères ou alors où on dessinait, où on faisait de la perspective, du décor. Et là, ça me parlait, ça me plaisait beaucoup. Mais je pense qu'il y avait des choses qui étaient moins de mon ressort en fait. Et du coup, tu as laissé tout ce qui était sculpture ou tout ce qui était plus matériel, artistique de côté. Mais en fait, en y repensant en art plastique, je crois que j'en ai pas vraiment fait de choses en volume ou. J'ai l'impression, en fait, on était avec un professeur qui était aussi artiste peintre à côté, et donc il faisait beaucoup de tableaux. Donc on a surtout travaillé sur ces choses-là, plus un côté à plat sur feuille, que vraiment quelque chose en volume un peu plus large, un peu plus diversifié. Et ensuite, tu t'es mis au fanzine. Est-ce que tu peux nous parler des fanzines? Déjà, qu'est-ce que c'est? Alors les fanzines, je me suis renseigné dessus parce qu'il y avait des choses que j'avais oubliées. En fait, c'est quelque chose qui date des années 30-40, donc je pense pas que c'était si vieux, qui était à la base des sortes de petits livrets autoproduits, imprimés souvent. En fait, c'est vraiment l'idée de faire quelque chose à la main, quoi. C'est des feuilles imprimées, on les relie avec une agrafe et hop, ça fait une sorte de petit magazine en fait, un fanzine, quoi. C'est la contraction. Ouais. Et donc c'était surtout pour de la SF. Et puis en fait, le mouvement a été repopularisé et repris par le mouvement punk dans les années 70. Et c'est surtout en fait moi de ce moment-là que je connais, où là c'était beaucoup plus où la BD est un peu plus rentrée là-dedans, quoi. Et après ça a évolué au fur et à mesure, parce que dans les années 2000 c'est devenu un peu plus autour du manga, parce que c'est quelque chose qui est vraiment arrivé en France, et que les gens qui ont consommé le manga étant petits ont commencé à produire des choses. Donc là après c'était des choses qu'on pouvait trouver dans des salons un peu plus dédiés à tout ça. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors ça a apporté plein de choses. En fait, ce qui est assez chouette, même avec l'auto-édition et du coup le fanzine, c'est de la débrouille. Et donc des fois ça marche pas. Et c'est ça qui est assez cool, c'est que du coup on se rend compte au fur et à mesure de toutes les règles d'impression. Ça reste à une certaine échelle, mais comment on gère le budget pour l'impression, par exemple, quand j'ai commencé, je me suis dit, ok, il faut que je les relie, faut pouvoir relier les feuilles entre elles. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'achète une agrafeuse? Est-ce que je les fais à la main en bidouillant avec une pointe de compas pour faire les trous, remettre les agrafes et les fermer à la main? Je l'ai fait quelques fois. Mais et du coup, voilà, il y a des choses un peu de, ok, comment ça va coûter? Combien à côté est-ce que je peux le vendre pour pas être en perte sèche dessus? Donc voilà, c'était faire des petits livrets. Mais après, ce que j'ai fait aussi en fanzine, c'est que l'atelier dont je parlais, ou à la MJC, on faisait en fait à la fin de l'année un projet en fanzine où on était une sorte de collectif. En fait, tout le monde mettait ses planches. Et là, du coup, par c'était imprimé par la MJC, donc c'était une autre gestion. Et donc tout le monde peut faire du fanzine? Oui, il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Même pour faire de la BD, il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Il suffit de regarder certains auteurs qui font ça, ou alors qui n'ont pas un niveau de dessin incroyable, qui est assez simple, pour voir qu'en fait on peut raconter des choses sans avoir le meilleur dessin du monde. En fait, faut pas que ce soit un blocage. Ça, c'est souvent ce que je dis aux enfants que j'ai dans l'atelier, c'est que faut les faire les choses, et le niveau, le niveau de dessin, il va venir au fur et à mesure. Si on se bloque en se disant je peux pas raconter mon histoire parce que j'ai pas le niveau, on risque de jamais la faire, c'est tout. Alors que les idées en général, on en a plein, quoi. Plus on en fait, plus on en a, limite, j'ai l'impression. Donc tout le monde peut en faire. Et est-ce qu'il y a des fanzines digitales maintenant? Oui, Digitaux? oui, il y a de l'autopublication, de l'auto-édition, de l'autopublication sur des plateformes. Ça, il y en a plusieurs de plateformes. Il y a Manga Draft, c'est celle qui est peut-être, je sais pas que je dirais la plus connue, mais dans le milieu amateur, elle est quand même assez réputée. Il y a Webtoon,
qui a par contre un format un petit peu différent. Et après, on retrouve aussi des publications sur Instagram. Il y a d'autres plateformes qui se lancent pour de la BD et du manga. Par exemple, il y en a une qui s'appelle The Nymph, N-E-I-N-T-H, qui publie du coup, qui permet de publier de la BD gratuitement en ligne et de la rendre visible un peu partout, quoi. Et toi, qu'est-ce que te procure le dessin ? Alors le dessin, c'est assez compliqué parce que ça dépend vraiment des moments. Maintenant, j'en fais tous les jours, donc des fois, c'est compliqué quand on bloque sur quelque chose. Mais ce que me procure le dessin en général, c'est surtout, en fait, moi je le vois comme un moyen de raconter quelque chose ou de montrer quelque chose. C'est pour ça que le dessin, je le pratique surtout pour de la bande dessinée, pour raconter des histoires, ou alors il y a vraiment... Je fais pas assez, et moi j'ai du mal à faire du dessin sans que, pour moi, il y ait un objectif derrière. Et justement, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dessiner mais que tu n'arrives pas encore à croquer et qui te résiste ? Oui, je pense qu'il y en a pas mal. Après, c'est faute aussi de pas avoir eu le temps de m'y pencher dessus. Mais par exemple, je suis pas expert pour dessiner des animaux, et c'est un truc que j'aimerais bien quand même m'améliorer au fur et à mesure. Après, j'ai pas forcément de choses que j'aimerais savoir dessiner, que je me rends compte pour l'instant que je n'y arrive pas. Parce que j'ai pas essayé de le faire, donc c'est assez difficile, mais il y a forcément plein de choses que je sais pas dessiner. Et pour quel public visé tu dessines ? Ça dépend vraiment des projets. J'essaye de travailler... Bon, quand c'est pour des entreprises, c'est le public de l'entreprise. Quand je travaille sur de la couleur pour des albums BD, c'est le public visé par le projet. Donc là, je m'adapte. Après, quand je fais mes projets perso, ça dépend vraiment ce que j'ai envie de faire. Souvent, j'aime bien essayer de viser la jeunesse, parce que c'est un style de dessin qui me parle beaucoup, qui m'inspire énormément. Parce que je lis beaucoup de BD, ou je regarde beaucoup de dessins animés, c'est quelque chose que j'aime bien au niveau du visuel, et même des fois des histoires, parce que on peut avoir quelque chose qui paraît assez enfantin à la base, et en fait, une fois il y a des seconds sens de lecture dans beaucoup de films, dans des choses comme ça, d'animation. Donc voilà, c'est un milieu que j'aime beaucoup. Mais sinon, à côté de ça, je fais surtout de l'humour, et de l'humour absurde, un petit peu what the fuck. C'est un peu le point commun entre tout ce que je fais, quoi, qui lie un petit peu. Et quand tu parles de la jeunesse, c'est à peu près quel âge ? Ça dépend des projets. Moi, j'aimerais bien travailler surtout pour les tranches 8-12 ans. Parce qu'on peut faire, en fait, à partir de ce moment-là, des histoires qui sont plus longues, raconter des choses qui sont un petit peu plus, on va dire, engageants émotionnellement, puis qui parlent de sujets un petit peu plus durs. Mais après, je suis pas contre non plus faire des albums jeunesse. En fait, le problème de ça aussi, c'est que j'ai un petit peu envie de tout faire. Et parfois, il faut faire un choix au moins au début, quoi. Et justement, est-ce que les enfants t'inspirent ? Parce que tu travailles beaucoup avec les enfants, dans des ateliers d'animation notamment. Est-ce que tu leur montres tes dessins ? Est-ce que tu les regardes évoluer ? Oui. C'est assez inspirant. Et en même temps, des fois, ça me permet aussi de me remettre à la page de qu'est-ce qu'ils consomment en lecture, en film, en série, tout ça. À leur âge, ça me permet aussi d'avoir un petit... de voir un peu leur goût, en fait, ce qu'ils attendent, ce qu'ils recherchent, et de voir par rapport aussi à ce que je fais, est-ce que ça colle, est-ce que ça colle pas. Donc un petit peu ça peut inspirer. Et puis en même temps aussi, moi, ce qui me fait beaucoup rire, mais là du coup c'est des tranches qui sont plus petites, quand je travaille avec les plus petits, c'est assez rigolo, leur côté sans filtre, et des fois hyper rigolo, pas à côté de la plaque, mais un truc très naïf. Et ça m'inspire dans le côté j'aime bien quand même raconter des personnages, ce côté un peu mignon, quoi, un peu simple, et puis des fois les réflexions qui peuvent être des réflexions hyper complexes pour leur âge, mais avec des mots qui restent ceux d'un enfant, donc c'est assez rigolo. Ça, c'est des choses qui peuvent m'inspirer. Ouais. Et justement, tu fais du dessin, mais tu as envie de faire tes propres projets et tes propres réalisations. Est-ce que tu écris ? Ouais, j'écris un petit peu. Sur ce que je fais en autoproduction déjà. Et après, sur les autres projets, j'écris, j'en ai en développement.
mais j'ai déjà eu des projets qui ont été proposés à des éditeurs. J'ai eu par exemple des refus, mais plutôt sur la partie scénario. Donc depuis en fait je travaille avec des scénaristes sur des projets, et donc c'est surtout en fait je le vois surtout comme bon déjà pouvoir travailler en collaboration avec quelqu'un qui a de la bouteille, c'est intéressant. Et puis j'y vois aussi une opportunité d'apprendre un peu plus et de m'améliorer là où j'ai des lacunes sur le scénario, quoi. Mais donc ouais, si j'écris à côté, j'ai beaucoup d'idées. Par exemple, il y a un scénariste avec qui je travaille où on est plus en co-scénarisation. C'est-à-dire que lui, il va m'aider sur la structure, rapporter des idées, comment en fait peut-être du développement de personnages, enfin des choses où par moment peut-être que j'ai un peu plus de difficultés. Mais on écrit quand même l'histoire à deux, on essaie de trouver comment raconter au mieux possible les histoires qu'on essaye de faire, quoi. Et comment il fonctionne ton processus créatif ? Est-ce que tu as un carnet de notes ? Est-ce que tu travailles plutôt la nuit ? Ou tu te lèves le matin, tu as une idée ? Mon processus créatif, en fait, ce qui se passe, en général, je fais des notes sur mon téléphone. D'ailleurs, je suis bien dégoûté parce que j'ai eu un petit problème de téléphone, j'ai tout perdu. Mais bon, c'est pas grave. Les idées, ça se retrouve. On en retrouve d'autres, c'est pas grave. Faut passer à autre chose. Mais non, je note beaucoup d'infos, beaucoup d'idées. Des fois, c'est des choses complètement débiles ou qui marcheront jamais. Et du coup, j'ai cette espèce de carnet de notes numérique, du coup, où j'ai plein d'idées écrites. Et par moments, j'y reviens dessus. Et des fois, effectivement, ça arrive souvent la nuit, au moment de se coucher. T'as un peu de mal à t'endormir. Et puis, tiens, j'ai une idée, puis une autre. Donc on écrit, des fois on relit le lendemain et c'est pas bien. Et des fois il y a des très bonnes idées, on les relit, on fait « Ah mais j'avais écrit ça, c'est rigolo et tout ». Et si ça me fait rire une seconde fois alors que j'avais oublié que je l'avais écrit, je me dis bon, c'est déjà un bon début. Après, est-ce que ça fera rire tout le monde ? Peut-être pas. Mais donc il y a ça. Et puis des fois aussi c'est juste carnet de croquis. Je fais des recherches de personnages. Et des fois, c'est bien, des fois non. Des fois, je les réutilise beaucoup plus tard. Voilà, c'est un peu comme ça mon processus créatif de base. Mais ça arrive rarement que le matin, je me lève et je sois... C'est bon, j'ai toutes mes idées, c'est parti. En général, je travaille plus à la deadline. Des fois, c'est pas bien. Parce que dans le sens où je me fixe tout le temps beaucoup de deadlines. Parce que j'ai envie de faire beaucoup de projets. Des fois, c'est compliqué de tout faire, il faut faire des concessions. Et du coup, j'ai ce truc de... Ok, ce projet-là, c'est avec une entreprise. La deadline, elle est dans un mois. Je calcule mon temps de travail. Je suis genre, ok, ça me prend tant de jours à faire à ce moment-là. J'ai aussi envie de faire ce projet perso à côté. Donc, il faut que je sélectionne. Ou alors que je fasse en sorte de bosser le plus vite possible sur un des projets pour dégager un peu de temps pour l'autre. Et c'est un peu... En fait, j'ai rarement le truc de me lever le matin et dire « Ah, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ?» En général, j'ai déjà plein de trucs de prévus et c'est plutôt quand est-ce que je vais pouvoir caser ce truc-là que j'ai vraiment très envie de faire et cet autre truc-là aussi. Donc, faut jongler un peu entre les projets. Mais voilà, au moins, c'est assez rare que je me retrouve en train de me dire « Bon, je sais pas quoi faire », même si des fois, il y en a besoin aussi. C'est bien de souffler pour pouvoir... retrouver de nouvelles idées. Par exemple, là, je l'ai vu cet été quand je suis parti en vacances. Hop, une semaine. Et ben là, en fait, il n'y a pas de dessin ou de deadline, il n'y a rien à faire. Du coup, ben en fait, il y a plein de projets qui commencent à naître. On écrit des trucs, voilà. Ouais, je comprends. Et comment tu qualifierais ton univers créatif et graphique en 3 mots ? Je dirais mignon, coloré et un certain côté... jeté dans le dessin, l'ancrage. Quelles ont été tes inspirations fictives préférées et pourquoi ? Mes inspirations fictives, ça revient en fait de loin. Je dirais que l'une de mes principales, c'est Star Wars. Parce que c'est un univers que j'ai découvert dans un premier temps, pas par les films, ça devait être plutôt par des jouets. Donc en fait, j'ai commencé à me projeté déjà dans cet univers avant de connaître exactement ce qu'il en était. Et après, en fait, je suis devenu fan. Et c'est en fait plus que des films en soi. En fait, je le vois comme un univers où j'étais là en train de me dire je peux raconter plein d'histoires là-dedans. Il y a plein de possibilités. Donc ça, c'est une de mes vraiment premières sources d'inspiration. À l'adolescence, ça a été
un peu plus Dragon Ball et l'univers Dofus, notamment le manga qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a entre guillemets même qui a été ce qui m'a motivé à faire du dessin et de la BD. Donc il y a ça, et puis après au fur et à mesure ça s'est élargi en fait à plein de choses en fait, à un peu tout ce que je consomme. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de science-fiction ou d'univers de fantasy là-dedans. Je dirais que c'est ça surtout les univers qui m'ont inspiré. Et j'ai l'impression que Dofus, ça a plu à toute une génération. Comment tu expliquerais ce succès-là ? Je pense qu'il y avait plusieurs choses. Bon, déjà, ça a été un jeu vidéo qui était assez accessible sur quasiment tous les PC. Donc, c'était plutôt facile de pouvoir y jouer. Et après, l'univers en tant que tel, je pense ils ont eu la chance, en fait, de faire... Enfin, la chance, ou la bonne idée de faire de ce qu'on appelle du cross-média. C'est-à-dire de raconter leur univers sur plusieurs médias différents et ne jamais forcément raconter la même histoire. Quand ils ont fait le dessin animé Wakfu, c'était un dessin animé, c'était une autre période, c'était des personnages où il y a le même univers, mais c'est quelque chose d'inédit. Quand ils ont fait le manga Dofus, du coup, qui est une de mes premières inspirations, c'est pareil, c'était ok, ça se passe dans l'univers, on va prendre des personnages parce que y a des personnages qui sont dans le jeu vidéo, on va prendre des personnages qui sont dans d'autres BD, on va prendre, voilà, il y a un peu tout. Cet univers-là, en fait, s'auto-nourrit et il y a des passerelles un peu entre tout ça. En fait, ce qui était assez chouette, enfin, moi, ce qui m'a plu dans cet univers, c'était vraiment le côté... on a, en fait, une sorte de fantaisie, mais un peu éloigné quand même des poncifs habituels de la fantasy, un peu à la Tolkien, avec... il y a les elfes, ensuite il y a les magiciens, les nains, les orques. Là, c'était un peu... on a mis un peu tout ce qui nous plaisait, on fait un petit truc un peu plus... un graphisme un peu plus doux, un peu plus mignon, un peu plus rigolo. On met plein de jeux de mots. Et je pense que ça y a pas mal joué comme possibilité de se projeter dans cet univers qui, du coup, était hyper large. Et l'avantage assez sympa aussi, c'est un monde où tout le monde pouvait jouer dans le jeu. En fait, c'est un monde multijoueur où tout le monde se retrouve dans le jeu. Donc, en fait, c'est la possibilité à plein d'histoires et aussi à plein de légendes, de choses où on peut faire la passerelle entre différentes choses. Se dire, ok, ça vient de cette BD-là, mais c'est pas grave, en fait, si on l'a pas lu, on comprend quand même ce qui se passe. Donc, ouais, je pense que c'est ce côté transmédia global où il y avait vraiment plein de choses, quoi. Il y avait à boire et à manger. Et là, tu nous as parlé de tes inspirations fictives passées. C'est quoi tes prochains projets artistiques ? Mes prochains projets artistiques, il y en a plusieurs. C'est surtout de la bande dessinée, en général, que j'ai envie de faire. Donc j'ai des projets qui sont en développement, comme je disais, avec des scénaristes, plutôt de la jeunesse, parfois un peu de... j'aime bien la science-fiction, donc il y a souvent un petit peu de science-fiction... souvent un peu de fantasy. Donc ça, c'est vraiment les projets que j'essaie de mettre en place. Et à long terme, le projet le plus fou que tu aimerais mener ? À long terme, l'idée, ce serait vraiment de faire quelque chose... En fait, de pouvoir me renouveler, pouvoir changer, faire plusieurs choses. C'est pour ça que j'ai fait, par exemple, un jeu de société, pareil, en auto-édition. C'est parce que j'aimerais bien faire un peu de jeux de société, j'aimerais faire des albums jeunesse, faire un peu pour toutes les tranches d'âge, faire de la BD d'humour, si possible, ne pas être catégorisé dans une seule chose et pouvoir bifurquer, faire plusieurs types de projets. Mais l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir faire plusieurs choses, quoi. Et si tu avais 1 million d'euros, tu ferais quoi avec ? En vrai, ça permettrait une certaine indépendance. Je pense que j'utiliserais comme ça pour pouvoir produire des histoires en indépendance, ou alors je sais pas si j'aurais envie de monter une structure de bande dessinée, parce que l'édition c'est sympa, mais c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire, en tout cas pour l'instant. J'ai pas forcément envie d'être de l'autre côté. Là pour l'instant je préfère être dans la création, même s'il y a de la création aussi du côté de l'édition. Mais non, c'est hyper compliqué en fait. Avec 1 million, c'est beaucoup et pas beaucoup en même temps selon le projet qu'on veut faire. Mais c'est sûr que ça fournit une forme d'indépendance sur peut-être pouvoir monter un atelier
collectif avec d'autres dessinateurs, d'autres créateurs, ça pourrait être chouette. Ouais, je pense que ce serait ça l'idée qui en ressortirait. Vous venez d'écouter la première partie du témoignage de Gabriel. Vivre de son art, faire passer des messages par ses personnages, être un bon indépendant et rencontrer l'absence de passion sont tout autant de sujets qu'on abordera ensemble la semaine prochaine dans la partie 2. Gabriel vous conseillera plein de BD, alors pour le soutenir, n'hésitez pas à liker, partager cet épisode et vous abonner à Swansea. Et n'oubliez pas, désormais, c'est à nous de parler.